Bonjour aux consciences qui s'éveillent. Aujourd'hui, je suis aux côtés de Caroline Lezire. Bonjour Caroline. Bonjour Evelyne, bonjour à tous les auditeurs, toutes les auditrices. Alors Caroline, on avait déjà fait un podcast au micro de l'éveil des consciences, il y a de ça quelques années. Aujourd'hui, je suis très contente de te retrouver pour présenter, en tout cas pour parler de ton projet et surtout de l'ouvrage Donne-moi des ailes, qui est un ouvrage présenté aux éditions Jouvence, donc que toi, Caroline Lezire et Alexandra Huguetto avez créé. Oui, tout à Alors, fait. de ce que j'ai vu quant à ce projet, ce beau projet, c'est que ça fait maintenant plus de 3 ans que vous travaillez dessus. C'est un projet mûrement réfléchi. Oui, écoute, c'est une aventure finalement ce qui est beau, c'est que c'est une aventure qui se développe. C'est pas un projet on l'a mûrement pensé, mais qui nous révèle aussi des surprises, tant le sujet est fort. Il nous entraîne finalement. C'est presque un projet dans lequel on est entraîné par le sujet, figure-toi. Donc on s'est rencontrés, Alexandra et moi, sur un plateau de radio. On présentait chacune un livre. Le premier roman d'Alexandra, et moi, c'était un livre que j'avais coordonné, un livre publié suite aux Journées Émergence. Et on se retrouve un peu par hasard dans le sens où moi, j'allais rarement faire la promotion des ouvrages publiés au nom de Émergence, pour plein de raisons d'ailleurs, mais dont une raison un peu de me sentir pas vraiment légitime, penser que les autres, surtout les hommes, vont le faire mieux, et puis aussi le fait que les journalistes finalement appellent aussi plus les gens connus. Et moi, je ne suis pas connue, et parmi les noms qui figurent sous la couverture, je suis la moins connue, et souvent je suis Mhm. la seule femme. Enfin bref. Donc finalement, toujours est-il que je me retrouve sur ce plateau avec Alexandra. Et à la fin du plateau, je m'excuse en lui disant, écoute, désolée, j'imagine que tu aurais préféré être avec, tu vois, je lui cite les quelques personnes qui auraient pu être invitées, et que là, évidemment, le journaliste avait essayé d'avoir avant de m'avoir moi, tu vois. Mhm. Et la réaction, déjà, donc ça s'était hyper bien passé entre nous pendant le plateau en direct alors qu'on ne se connaissait pas. Et réaction, mais vraiment inattendue pour moi, de dire, mais non, mais pas du tout. En fait, moi, je suis ravie que tu sois là. Il faut qu'on entende plus les femmes. Et de fil en aiguille, du coup, on a commencé une discussion jusqu'à l'arrêt de métro. Ça s'est vraiment passé comme ça, tu vois. Donc déjà, sur le fait que, Mhm. c'est quoi nos freins aussi, et pourquoi finalement on ne se sent pas légitime, parce que c'est une boucle, tu vois, ça vient se renforcer. On Mhm. t'appelle pas, mais alors du coup, bah, tu te dis, bah, si on m'appelle pas, c'est que je suis moins capable, et puis du coup, tu développes pas tes forces, enfin bref. Et puis on est resté en lien, le confinement est arrivé, c'était juste avant le confinement, c'était en octobre, et quelques mois après, on s'est dit, bah là, il faut qu'on fasse quelque chose là-dessus, et on a commencé à réfléchir plutôt à ce format de podcast. Et on a commencé à enregistrer un épisode, deux épisodes avec toute la vie, justement, tu parlais de ça, on parlait de ça un peu en off, étant maman toutes les deux, multi-casquettes, entrepreneuse, donc tu vois, en Mhm. trivant de la place à gauche, à droite pour ce projet qui nous tenait à cœur. Et puis, en fait, on a eu une rencontre vraiment déterminante avec l'éditrice, la directrice éditoriale des éditions Jouvence, vraiment en novembre 2021. Et, Mhm. et là, elle nous a dit, non, mais le sujet est vraiment fort, il faut vraiment en faire un livre en plus de ce format podcast. Et c'est là, Mhm. finalement, qu'on s'est par contre fait complètement happé par ce sujet, puisque le podcast, mais on en reparlera, a vraiment pour vocation première de mettre en lumière, finalement, les portraits, les parcours de femmes inspirantes. Dans le livre, quand on a commencé à se documenter, ce qui nous a frappé, c'était à quel point il y avait vraiment une volonté de cette invisibilisation. Et c'est ça que finalement, il y a une grande partie dans le livre qui n'était pas prévue au départ. Le livre, on pensait le faire, tu sais, plus feel good, on parle Mhm. juste de toutes ces femmes qu'on ne connaît pas, mais on a été obligé, finalement, c'est là que ça s'est imposé à nous, c'est ça que je trouve intéressant, quand on s'est rendu compte ouais, des mécanismes, finalement, tu vois, du côté structurel de cette Mhm. invisibilisation, de cet effacement, on s'est dit, non, mais là, on doit en parler, parce que même nous, on ne le savait pas, tu vois. Et Mhm. voilà, pour te dire un peu comment, Comment quand c'est- j'explique que le sujet s'est imposé, c'est vraiment dans ce côté-là, d'y mettre vraiment le côté des mécanismes, et du coup, ces mécanismes qui existent encore aujourd'hui. Donc, si on revient à l'épisode radio, ben, moi, il y avait un héritage de tous ces mécanismes d'effacement qui étaient encore présents en moi, finalement, tu vois. Et du coup, on dit, ben voilà, le fait de parler du matrimoine et de mettre en avant toutes ces femmes, ça peut aussi nous aider à oser prendre notre place aujourd'hui. Oui, complètement. Parce que oui, c'est vraiment une thématique féministe. On ne l'avait pas précisé, mais pour les personnes qui ne connaissent pas, votre slogan, ou du moins la phrase qui résume votre livre, c'est en quête du patrimoine, un héritage au féminin.
Alors, Donc, c'est en quête du matrimoine, Evelyne, parce que justement, pardon, non, mais c'est voilà. rigolo. Non, mais tu sais, c'est marrant parce qu'en fait, tu sais, non, mais ce qui se passe là, en fait, nous, on le dit d'ailleurs dans le livre, on l'a fait 1000 fois. Et on le fait aussi parce que bêtement, le mot qui existe Mais pourtant oui, depuis c'est le revenu. XIIe siècle, il a Oui, été effacé, comme plein d'autres mots. Et même aujourd'hui, quand tu écris un message à quelqu'un, il y a plein de gens qui nous écrivent, tu vois, qui veulent nous dire on a aimé votre livre, et ben le correcteur écrit patrimoine. Donc, tu vois, c'est rigolo. Je te le fais remarquer juste parce qu'en fait, c'est rigolo, oui. c'est une boutade, mais en fait, ça montre qu'en fait, Hmm. ça fait partie, mais la langue, elle contribue aussi à cet effacement. Complètement. Mais d'ailleurs, c'est intéressant parce que j'ai écouté le podcast de Noémie Delattre, donc vous l'avez interviewée dans votre podcast, qui est actrice, autrice, dramaturge. Et à un moment donné, vous parlez justement de toute cette linguistique. Finalement, comme tu dis, au travers de la langue, on n'a que des mots masculins, comme par exemple auteur, autrice. Est-ce que autrice, c'est réellement officiel ou non? Eh ben justement, en fait, c'est un mot qui a existé et qui a été banni finalement. Et donc, il y a toutes ces, ce qu'on montre bien dans le livre et qui est vraiment, c'est presque un peu comme une saga historique, c'est qu'il y a vraiment, euh, il y a vraiment plusieurs étapes dans l'histoire où il y a eu ce backlash, tu vois. Donc, il y a eu des moments où les femmes avaient des droits, pouvaient exercer les métiers, donc les noms de métiers existaient. Et puis, Oui, régulièrement, tu avais des institutions, que ce soit les institutions religieuses, politiques, l'Académie française, qui disaient ah non, 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 là, il y a trop de... Et on ne sait pas très bien pourquoi. On s'est dit que ça serait peut-être un sujet pour un prochain livre, vraiment de comprendre est-ce que c'était... on n'a pas vraiment la raison, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a d'accord. vu qu'il y avait des mécanismes d'effacement, mais Mhm. structurels, qui revenaient à chaque fois, et la langue, elle en a fait partie. Et donc, ce mot autrice, il a existé, il existe, mais il n'est pas reconnu par l'Académie française. Mhm. D'accord. Donc pour l'instant, on n'a pas encore l'origine du pourquoi, on ne sait pas réellement, Bah, mais donc il y a plein d'hypothèses, mais nous, on n'a pas envie, tu vois, on a vraiment pris beaucoup de soin dans le livre Donne-moi des ailes à se baser sur des articles scientifiques, des livres, etc. Donc, on n'a pas envie de nous aller dans nos propres hypothèses. Il y a plein de chercheuses, tu d'accord. vois. Mhm. Le matrimoine, c'est aussi toutes ces chercheuses, ces historiennes qui ont vraiment, il y en a plein, comme Michel Perrault, qui travaille là-dessus depuis les années 60. Donc, nous, là, on a des idées, mais on se dit que vraiment, on a envie de creuser de manière plus, d'aller vraiment encore plus plonger dans ces articles et ces ouvrages. Mais ce qui est sûr, c'est que l'effacement, il est indéniable. Ça, on l'a vu, et c'est vraiment impressionnant. Et ça, comme tu dis, ça commence par la Mhm. langue. On parlait aussi de l'école un petit peu en off, mais c'est vrai que Oui. bah, c'est les langues, c'est ce qu'on apprend, les règles de grammaire, c'est de dire le masculin l'emporte sur le féminin. Moi, j'ai une fille de 9 ans, Mhm. bientôt 9 ans, qui est donc en l'équivalent de CE2 en France. Eh ben, elle est en train d'apprendre la grammaire. Moi, je lui apprends les pronoms. Quand elle fait la conjugaison je, tu, il, moi je lui apprends je, tu, il, elle, yel. Mais c'est vrai que la maîtresse, elle lui met des petits sourires, parce que moi j'ai dit à la maîtresse, c'est hors de question pour moi qu'elle apprenne juste avec les formes masculins Oui. universelles. Et je Mhm. sais qu'elle ne sera pas pénalisée, ça n'en est pas à ce point-là. Mais par contre, si elle si n'était pas dans un milieu où on lui en parlait, elle apprendrait pas ça. Et on est quand même en 2022, tu vois. Et donc, on sait, on en parle à plusieurs reprises dans le livre. Là, il y a la question de ces règles de grammaire, mais il y a aussi l'occurrence des rôles féminins dans les manuels scolaires, que ce soit les manuels pour apprendre la lecture, mais aussi les manuels d'histoire plus tard. Donc, il y a vraiment tout un travail énorme à faire et ça va passer par là aussi. Hmm. Donc, comment justement réussir à faire prendre conscience ces institutions qui sont bien ancrées et qui sont là depuis longtemps et qui n'ont pas envie, ou du moins qui ont des difficultés à voir ce changement? Bah, c'est ça. Bah, donc, du coup, en fait, nous, on a pris le parti avec Alexandra Huguetto, ma co-autrice, aussi de choisir l'angle inspirationnel. Donc, tu vois, tu prévenais les auditrices, auditeurs que c'était du féminisme. C'est vrai, c'est du féminisme. Mais toutes les deux, Alexandra et moi, on est aussi complètement investis dans le développement personnel, dans la Hmm. connaissance de soi. Et donc, notre idée, c'est pas de prendre frontalement les sujets, mais plutôt de pouvoir accompagner euh, les personnes, parce que c'est un retournement quelque part de conscience. Il faut Oui, prendre conscience. Donc, pour pouvoir être ouvert au sujet et être prêt éventuellement, être prête à changer la manière dont on va utiliser le langage, c'est pas parce qu'on va te crier dessus en te disant en tout cas, moi, nous, il y a besoin parfois aussi, je ne vais pas dire ça comme ça, mais nous, en tout cas, notre propos, il est de pas de prendre frontalement, d'accompagner la réflexion et d'accord. d'accompagner à partir de notre cheminement à nous. Parce qu'en fait, je le dis, moi, je le dis souvent dans les interviews, bah, tu sais, moi, je coordonne l'association Émergence. Oui. Ça fait pas si longtemps,
que je me suis rendu compte à quel point, dans les ouvrages, mais même sur scène, on donnait beaucoup plus de place aux hommes. Et en soi, les hommes, il y a plein d'hommes merveilleux, hein, très passionnants, qui ont plein de choses à dire. Mais ce qu'il y a, c'est que s'ils sont les seuls sur la scène, ben, il y a plein de femmes qui, du coup, ont des choses incroyables à partager aussi, qui n'ont pas la place. Et tout ça pour dire que pourtant, moi, je me considère vraiment comme féministe et j'ai vraiment une histoire là-dedans depuis longtemps, mais je ne le voyais pas. Et donc, tu vois, c'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'on n'est pas féministe ou qu'on n'est pas des alliés, etc. Ça nécessite vraiment, on est tellement noyés toutes et tous dans cette culture qui, qui, qui fonctionne au masculin singulier, au masculin Oui. universel, qu'on finit par plus le voir, on finit par ne plus voir que les citations, ben, c'est que des citations de penseurs. Et donc, nous, on a vraiment fait le pari de dire, bah, si on veut que ça change, c'est aussi accompagner parce que c'est un cheminement intérieur finalement, et c'est un cheminement intérieur qui peut vraiment faire du bien à tout le monde, aux hommes et aux femmes en fait. Hmm. C'est très inspirant aussi ce que tu dis par rapport à ça, mais je voudrais rebondir sur quelque chose. Oui, c'était intéressant aussi la notion de féminisme, parce que finalement, je pense que c'est un peu flou, tu sais, quand on parle de féminisme. Est-ce qu'on pourrait le définir selon toi? Qu'est-ce qu'est le féminisme aussi? Parce que tu vois, on connaît pas mal d'associations aussi, et tout à l'heure, tu parlais aussi de confrontation. On a aussi des féministes qui vont à la confrontation. Et on a des féministes qui sont un peu plus soft et un peu plus douces dans leur manière d'aborder ces sujets. Qu'est-ce que c'est selon toi, le féminisme? Alors, c'est une vaste question. Ce qui est sûr, en tout cas, moi, ce que je peux en dire, c'est qu'il n'y a pas un féminisme, ça c'est sûr. Il y a vraiment, on a tendance maintenant à parler des féminismes au pluriel. Alors, globalement, ce serait l'idée de pouvoir promouvoir les droits des femmes, militer, en fait, donner à voir les injustices qui sont basées sur le genre D'accord. et les combattre. Donc, il y a vraiment l'aspect donner à voir parce que on est dans une société qui invisibilise ça aussi. On parle, tu vois, quand on a parlé de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, quand il y a eu la Révolution française, Mm. euh, beaucoup de gens pensent que c'était le moment où, voilà, ça y est, les hommes étaient enfin libres et égaux, etc. Mais sauf que la femme elle était complètement laissée de côté. Mais tout ça, l'histoire ne l'explique pas. Et donc, le féminisme, les féminismes, vraiment, il y a vraiment un pan de donner à voir ça, donner à voir qu'il y a euh, une différence entre. Donc, on a catégorisé la population en fait entre hommes et femmes. Alors, Mhm. on pourrait aller très très loin parce que finalement, il y a vraiment. C'est pour ça que moi j'ai parlé du genre plutôt que du sexe parce que finalement, on a construit des rôles, on a construit des comportements attendus chez les personnes selon leur anatomie visible, on va dire. Oui. Mais toi, tu es maman d'un petit garçon, tu vois à quel point il y a des attendus en fait. On va même déjà quand on est enceinte, on va dire ah tu attends quoi? Alors qu'en fait, Mm. il se pourrait que maintenant on parle de plus en plus de l'intersexuation. On sait bien que les critères biologiques externes, enfin, voilà, c'est qu'un petit fragment. Mais là, on va très très loin. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au fond, ce qui est sûr, c'est que la société, elle est basée sur une séparation, une binarisation. Mais c'est une binarisation qui ne dit pas, OK, il y a les femmes, il y a les hommes, et on a tous les mêmes droits. Non, il y a vraiment une catégorisation avec une domination d'un genre sur l'autre, en termes de droits, en termes de mécanismes, de plein de choses. Et alors, bien sûr que ce n'est pas la même chose dans chaque pays, ce n'est pas la même chose pour chaque personne. C'est pour ça qu'on parle de féminisme au pluriel, parce que selon d'où on vient, selon le contexte qui est le nôtre, selon aussi les autres mécanismes qui vont faire qu'on est aussi discriminé. Hein. Donc, on Oui. parle souvent maintenant de féminisme intersectionnel parce que, ben voilà, moi, toi et moi, on est des femmes blanches, euh, mais si on est racisé, on va avoir encore plus sur certains sujets, sur certains aspects, des risques d'être discriminés, d'être défavorisés. On est toutes les deux valides si on est en chaise roulante ou si on est des personnes sourdes. Donc, il y a plein de Oui. mécanismes comme ça qui font que ça, souvent, ces, ces aspects-là vont être des facteurs qui vont Oui. s'additionner pour nous défavoriser. Donc tout ça pour dire que le féminisme, c'est vraiment un Mm. combat humaniste. C'est un Oui. combat humaniste qui concerne les hommes et les femmes pour une société plus juste. C'est Mm. pas quelque chose. D'ailleurs, elle le dit très bien, Noémie Delattre, dans sa conversation. Elle dit, euh, elle a fait un spectacle récemment qui s'appelle Féministe pour hommes. Et je trouve ça vraiment intéressant parce que euh, tant qu'il y aura que des femmes qui défendraient le combat féministe, on va pas avancer. C'est comme si on disait pour pouvoir défendre une société antiraciste, il faudrait être racisé. Non, je pense qu'il faut être vigilante à laisser la parole aux personnes concernées. Mais par contre, on a besoin de toutes et tous évoluer dans nos prises de conscience Mm. et Les hommes. dans nos actes pour que la société, elle évolue de manière
juste, égalitaire, etc. Mais c'est un Mm. combat qui concerne, enfin c'est un combat, oui, c'est vraiment une question qui Oui, concerne vraiment tout le monde. non, ouais, complètement. Mais c'est assez intéressant parce que ce que tu disais tout à l'heure aussi, tu sais, par rapport au droit de vote, donc moi j'ai envie aussi de mettre en lumière la France, Mhm. quant à la progression aussi et par rapport à ces sujets. Parce que tu sais, moi j'enseigne le français langue étrangère, donc le FLE, Mhm. et j'ai souvent des thématiques liées au droit de vote de la femme qui est apparu en France en 45. Et Mhm. donc j'ai souvent des témoignages et des réactions des étudiants qui viennent d'Ukraine, enfin, des États-Unis ou alors d'autres pays d'Europe et qui sont assez choqués, tu sais, qui se disent mais on comprend pas pourquoi vous avez eu un droit de vote aussi tardivement que le nôtre. Et c'est vrai que quand tu compares avec les autres pays d'Europe, alors bon, bien sûr, les États-Unis, c'est hors Europe, mais ce que je veux dire, c'est que c'est assez choquant. Alors C'est vrai que ça arrivait très tard. Ouais. pourquoi est-ce que nous, on est vraiment plus en retard par rapport à ces lois? Écoute, de nouveau, ça, c'est vraiment la question du pourquoi. Moi, j'ai pas tellement envie d'élaborer dans le sens où Ouais. on a des hypothèses, mais j'ai pas envie de faire une réponse qui serait, tu sais, réductrice. Et surtout, ça desservirait la cause à nouveau parce que je pense qu'il y a plein de facteurs qui jouent. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est resté pendant longtemps une non-question. Tu vois, on s'est dit, voilà, la société, elle progresse, il y a des droits. Et donc, on a oublié de voir, enfin, on a oublié de voir. En tout cas, c'est resté pendant longtemps, bah, je pense, une non-question. Et c'est ce truc-là, cet effacement Mhm. qui fait que c'était même pas un sujet, quoi. Tu vois, les féministes euh, ont ridiculisé même leur combat, tu vois. Toute cette question, par exemple, par rapport au salaire domestique, tu vois, donc la question de ces personnes, de ces femmes, finalement, qui souvent cumulent un emploi, et puis qui après, souvent, quand même, alors ça change, mais ça change quand même très lentement. Quand on analyse vraiment sur base de statistiques les données, souvent, en fait, les personnes, effectivement, peuvent travailler, les femmes peuvent travailler, mais cumulent ça avec un autre emploi à la maison, on va dire, des tâches, une énorme responsabilité qui n'est pas rémunérée. Et bien souvent, on a déconsidéré ce combat pour euh, une visibilisation et une reconnaissance de pour les personnes qui sont, on appelle ça femmes au foyer, mais les personnes qui gèrent finalement l'éducation des enfants, donc c'est vraiment des questions qui ont été pendant longtemps ridiculisées. Vraiment, les personnes qui luttaient pour ça ont trouvé ça complètement absurde. Et donc, le matrimoine et le fait de donner de la reconnaissance à des combats qui sont justes, ça fait partie de ça. Je pense que si pendant longtemps la société est restée en donnant moins de droits aux femmes, c'est parce qu'on considérait ça comme un combat qui, qui n'est pas prioritaire, même encore maintenant par rapport au langage. Par exemple, tu me demandais, beaucoup de gens disent non mais attends, il y a des combats bien plus nobles. C'est sûr qu'il y a des combats importants parce qu'il y a encore des femmes et des personnes qui sont discriminées et qui vont en souffrir dans leur chair, mais on voit à quel point on est des êtres de langage, on est des êtres d'inspiration. Ça fait partie, c'est important, c'est pas un petit truc qui n'a pas d'importance, tu vois. Mhm. Donc le combat féministe, il a souvent été vraiment ridiculisé, et y compris les militantes. Donc Mhm. ça, je pense que maintenant ça change parce que justement, tu parlais tout à l'heure, moi je crois que je suis aussi très engagée au niveau du climat. Je crois qu'il n'y a pas une manière de militer, que ce soit dans le féminisme ou pour la prise de conscience et le changement de paradigme au niveau climat. On a besoin de toutes les voix et on sera des meilleures ambassadrices, ambassadeurs, parce qu'on le fera en suivant ce qui est juste pour nous. Tu vois, donc pour Alexandra et moi, ce qui était juste, c'est de le faire comme ça. Mais on a besoin, heureusement qu'il y a des femmes qui le font autrement et des hommes qui. Tu vois, il y a un livre actuellement qui est sorti là, il n'y a pas longtemps, d'un homme qui parle de la violence conjugale, mais il le fait avec sa voix à lui, en tant qu'homme, en se rendant compte que finalement, les personnes qui sont violents, c'est pas des monstres, en fait, comme on le dépeint, mais c'est nos frères, ça s'appelle, je crois, nos frères, nos pères, nos amis. Ben, il le fait avec son point de vue à lui. Je pense que c'est ça qui va permettre que ça change, c'est qu'on puisse tous et tous avoir un sujet, que de plus en plus ça fasse partie du sujet, avec Oui, notre couleur à nous. d'accord. Il me semble, en tout cas, moi, nous, ça nous paraît en tout cas juste comme ça. Et aujourd'hui, comment est-ce que tu pourrais dire, enfin, comment le projet, en tout cas ce projet que vous avez lancé, répond à vos questions ou comment est-ce que vous pouvez voir la différence entre votre réflexion de base et puis celle d'aujourd'hui? Quel a été le chemin? Bah, comme je te disais, du coup, vraiment à la base, notre idée était vraiment de donner à voir. Alexandra, avant moi, même Alexandra Huguetto, elle avait lancé une petite chronique lumineuse, c'était un petit podcast, où D'accord. elle parlait en fait de femmes qui l'inspiraient. Je sais qu'elle avait parlé notamment d'Alexandra David-Néel, et quand elle a lancé ce podcast, Mhm.
elle était impressionnée parce que plein de gens ne connaissaient pas ces femmes. Et elle disait, mais c'est pas vrai, vous les connaissez pas et tout. Et donc au début, nous, l'idée, c'était vraiment donc, de continuer sur cette lancée-là, avec la différence de dire, on va proposer à des personnes qui nous inspirent, nous, des personnalités, qui sont écoutées, du coup, qui ont une audience, de nous ouvrir leur univers inspirationnel au féminin. D'accord. Ça veut dire que ça pourrait passer à, tu vois, un peu à la vitesse supérieure. Ça veut dire que quand Frédéric Lenoir nous ouvre son univers inspirationnel au féminin, bah, les gens, du coup, qui sont nombreux à aimer, à écouter, à lire Frédéric Lenoir, vont se dire, tiens, quand même, Etty Soum, c'est une inspiratrice de Frédéric Lenoir. Voilà, Mhm. ça donne comme un gage de, tu vois, de valeur. Donc on s'était dit, ça c'est vraiment chouette, et ça permet aussi de mettre en avant la personnalité d'une manière différente. Euh, D'accord. Ça lui permet aussi de s'interroger sur sa manière à lui ou à elle, parce qu'on interroge à égalité des hommes et des femmes, sur sa manière à lui ou à elle de s'inspirer, d'être inspiré, de se laisser inspirer par des femmes ou des hommes. Donc ça, c'était vraiment le point de vue de départ. Mais Mhm. comme je te l'ai dit, une fois qu'on a eu ce projet de livre, en faisant les recherches, déjà quand on faisait les recherches, euh, quand on prépare forcément les épisodes, tu sais ce que c'est. Mhm. Voilà, ça nous a déjà interpellés, tu vois. Et puis moi, j'étais en train de terminer mon master en études de genre, donc j'avais D'accord. déjà cette conscience qu'il y a vraiment des mécanismes. C'est pas le fruit du hasard. C'est pas, tu vois, comme on le disait, je crois qu'on le dit dans l'intro du livre, pendant longtemps, et souvent quand on interpelle les gens, ils nous disent, ah oui, mais c'est normal qu'on n'a pas de référence de philosophe femme, c'est parce que les femmes, pendant longtemps, la charge, elle a reposé sur les femmes, donc elles n'avaient pas le temps de créer. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et en Mhm. fait, c'est vraiment quand on s'est rendu compte toutes les deux qu'en fait, ça c'était faux. Ce truc de départ, il n'est pas correct. C'est que, bien sûr, qu'il y a eu cette charge qui repose encore, comme je te le disais, beaucoup sur les femmes, mais ces femmes qui pourtant avaient ces doubles journées, qui ont eu beaucoup plus dans l'histoire la responsabilité, en tout cas dans l'histoire récente, de cette responsabilité du foyer, elles ont quand même, il y en a eu plein qui ont créé, qui ont écrit, qui ont vécu des expériences, qui ont fait des exploits sportifs. Et il y a eu vraiment cet effacement, le fait qu'on n'en parle pas. Et du coup, là, on s'est dit, non, mais là, il faut vraiment. Donc, c'est là où il y a eu vraiment ce tournant dans notre aventure qui est devenu plus militant, je vais dire, tu vois, où on a vraiment dit, ah non, mais là, il y a vraiment cette volonté quelque part, ou en tout cas, on a vraiment envie, parce que ça change la manière de raconter l'histoire. Mhm. Et ça, c'est Mais, super intéressant. mais ça m'évoque aussi, tu dois connaître, hein, je me souviens plus du tout du nom de cette BD, avec des couleurs orange, bleu, tu sais, où... Le culotté, non? Oui, c'est ça. Pénélope Bagieux, c'est incroyable. Ah, c'est incroyable. Je me disais que c'était incroyable parce que c'était complètement dans des domaines complètement différents, dans des pays différents. Et elles arrivaient toujours, à leur fin du mois, elles arrivaient à réussir malgré aussi les difficultés auxquelles elles étaient confrontées. Et j'ai trouvé que c'était très bien fait. Et ça me fait penser un peu à cette BD. Ah oui, non, cette BD, elle est incroyable, vraiment. Pénélope Bagieux, elle a fait un travail formidable. Et ce qui est super, c'est ça qu'on disait, c'est qu'en fait, nous, on s'inscrit vraiment dans un courant. C'est vraiment très réjouissant pour nous de voir qu'il y a vraiment, de nouveau, chacune avec son talent. Pénélope Bagieux, elle est Oui. BDiste, mais vraiment, il y a vraiment un foisonnement pour l'instant d'initiatives pour mettre en avant les femmes, toutes ces catégories qui ont été invisibilisées. Mais du reste, ça reste encore très peu visible. Donc, tu vois, Malgré Euh, tout. malgré tout, ça reste vraiment peu visible. Mais ce qui me touche beaucoup, c'est par exemple, je pense à mon conjoint qui entend forcément parler beaucoup de cette aventure, mais à d'autres personnes. Les gens sont touchés et je trouve que, bien sûr, qu'à ce moment, il y a comme un effort à faire parce que je pense par exemple à notre domaine, émergence, trouver des citations de femmes, on en trouve moins facilement. Trouver, et donc, il me disait récemment, il me disait, ben voilà, euh, là, j'étais avec un groupe, ben, j'ai fait cet effort, entre guillemets, mais ça devient de plus en plus naturel de se dire, ben, c'est évident, dans nos groupes, on a plein de femmes. Je pense à l'utilisation du langage. Donc, tu vois, dès lors qu'on comprend aussi que c'est pas un combat juste pour s'amuser, mais que c'est quelque chose de fondamental. Donc, Mm. moi, je suis contente qu'on ait écrit le livre parce que ça donne un contexte, ça explique pourquoi c'est important. Et du coup, les gens, ça les convainc aussi. Moi, j'entends beaucoup de gens autour de moi, que ce soit à l'écriture, par rapport à l'écriture, à l'utilisation du langage, etc., qui disent, en fait, j'avais pas compris que c'était si important. Maintenant, là, je suis convaincue. Et donc ça, pour nous, c'est vraiment riche de voir que l'effort qu'on a fait aussi, finalement, de tant documenter, de nous renseigner, et qu'on puisse vulgariser tout ce travail qui est produit par tellement de chercheuses. Essentiellement, il y a aussi, bien sûr, des chercheurs. Mais
c'est très beau de voir que ça s'inscrit et ça commence aussi à porter ses fruits, même si forcément il y a aussi une résistance, mais ça c'est comme dans tout changement. Hein, donc, Mhm. mais c'est aussi à nous, je pense, et c'est aussi, je crois qu'on est toutes les deux, comme je te le disais, dans ce mouvement plutôt de psychologie positive, etc. C'est à nous aussi de voir tout ce qui va bien, tout l'accueil positif, parce qu'on pourrait aussi pointer du doigt tous les endroits où ça change pas. Et c'est vrai qu'il y a encore tellement de choses à faire bouger. Mais moi, j'essaye aussi, c'est ça qui me donne aussi du courage, de me dire, de, d'honorer, de visibiliser toutes les femmes et toutes les initiatives d'hommes et de femmes qui font en sorte que ça se transforme, que la société se transforme sur ce sujet-là ou sur d'autres. C'est ça aussi qui nous soutient. Complètement. Je partage complètement ton avis. Et je sais que c'est pour ça aussi que c'est chouette de discuter ensemble. C'est vrai que ça donne envie aussi, hein, finalement, c'est en semant des petites graines, tout simplement aussi, qu'on peut, en étant dans l'action aussi, euh, Mhm. essayer de changer les consciences, ou du moins d'éveiller à certains sujets. Après, c'est juste poser l'intention de permettre une réflexion aux personnes aussi qui écoutent. Parce que c'est vrai que tu expliquais tout à l'heure qu'on était dans un monde binaire, hein, où Mhm. tout est blanc, tout est noir, tout est en opposition ou en confrontation. Je pense que l'idée, c'est vraiment de ne pas dire si c'est bien, pas bien, mais c'est juste de ressentir ce que ça évoque en nous. Et puis ensuite, d'aller soi-même à la recherche d'informations si la thématique nous interpelle. Donc en tout cas, pour le coup, dans l'éveil des consciences, c'est vraiment ça l'idée. C'est pas de se sentir supérieur avec l'éveil des consciences, parce que je sais que des fois, ça peut aussi interpeller, mais au contraire, de créer ces petites graines et puis de voir ce que ça peut évoquer. Et espérons un changement positif pour le monde. Parce que Merci. tu vois, c'est un peu ça aussi, c'est vraiment, tu plantes les graines et tu verras, tu attends. Mhm. C'est un vrai apprentissage, hein, je pense, pour tout ce qu'on entreprend finalement, c'est de viser vraiment la cible avec beaucoup de confiance et puis après de lâcher aussi parce qu'on voilà, on le fait avec confiance, mais c'est pas pour arriver à quelque chose, comme tu dis, faire sa part de colibri ou je sais pas, il y a plein de métaphores très belles. Alors Caroline, est-ce que tu pourrais nous partager l'histoire ou le profil d'une femme qui t'a particulièrement inspirée? Quand on parle dans le livre ou bien une femme plutôt contemporaine? Une femme dont tu parles dans ton livre? C'est super. Alors moi, je pourrais te reparler de Olympe de Gouges. Je trouve qu'elle a un profil vraiment intéressant. Alors je sais qu'en France, vous la connaissez un petit peu plus que chez nous. C'est une femme qui a été honorée, enfin qui a été redécouverte au moment du bicentenaire de la Révolution française en 1989 chez vous. Mais elle reste quand même très très peu connue. En fait, c'est une femme qui a justement écrit, on en parlait tout à l'heure, la déclaration euh, universelle de la femme et de la citoyenne, en fait. Donc, elle est connue pour ça, c'est-à-dire qu'en fait, elle a d'ailleurs été tuée pour ses idéaux, pour ses combats. Elle était évidemment féministe avant l'heure, bien avant l'heure. Hein, on parle de cette mouvance maintenant, mais c'est vrai qu'on le fait, il faut le reconnaître, nous, dans un pays où en fait on a cette liberté d'expression, bien sûr qu'il y a parfois des, du harcèlement. Hein. Nous, on n'en subit pas, mais je veux dire, les personnes qui sont très engagées, c'est pas facile. Mais c'est vrai que quand on voit les femmes iraniennes maintenant, ou quand on pense à Olympe de Gouges qu'il a fait à une époque où les femmes, par exemple, n'avaient pas le droit d'écrire sans le consentement de leur époux. Donc elle était autrice de théâtre. Elle s'est mariée, elle a eu un fils, et puis son mari est décédé tôt. Elle a Mhm. décidé de plus jamais se marier. Et donc, elle a fait une carrière théâtrale. D'ailleurs, son fils a rejoint la compagnie qu'elle avait créée. Et en fait, ce qui est touchant, c'est qu'on la reconnaît. Donc, voilà, les personnes qui la connaissent pour son engagement en faveur des droits des femmes. Mais elle a aussi voulu militer contre l'esclavage. Donc, c'était une époque, évidemment, où il y avait beaucoup d'esclavage. Et elle s'est vraiment adressée dans ses pièces de manière frontale à toutes ces personnes qui faisaient commerce d'êtres humains. Hein. Donc, et ça lui a vraiment valu beaucoup d'ennemis. Elle a échappé plusieurs fois à la mort avant malheureusement d'être quand même tuée parce qu'elle s'est attaquée voilà, aux personnes qui ne respectaient pas leurs idéaux. Mais je trouve qu'elle a vraiment, moi, ça me donne beaucoup de courage. C'est Bernard Campan qui nous l'a présenté, figure-toi. Donc Mhm. Bernard Campan, qui est lui aussi un comédien, un homme de théâtre et de cinéma. Et il disait à quel point, lui, la raison pour laquelle il avait eu envie de parler d'Olympe de Gouges, c'était vraiment ce courage. Le courage de ses opinions, parce elle est vraiment morte pour ses opinions. Et, euh, et elle a vraiment fait un travail incroyable qui était, tu sais, très avant-gardiste. Parce qu'en Mhm. fait, parfois, on ne se rend pas compte, on pourrait lire son œuvre et se dire, ah oui, elle a fait ça,
mais c'était vraiment au XVIIIe siècle, en fait. Et Oui. quand on met son histoire, donc nous, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a inséré ces portraits euh, au fur et à mesure de la présentation aussi historique. Et donc, quand on met bout à bout, quand on resitue dans l'histoire est-ce qu'elle a fait ses actions alors qu'en fait les femmes n'avaient aucun droit, n'avaient évidemment pas le droit de divorcer. Enfin, il y avait vraiment, c'était un contexte vraiment qui était très très compliqué pour les femmes. Et elle était tellement, elle parlait, elle prenait la place, elle interpellait, elle voulait vraiment faire changer la société pour la rendre égale, pour la rendre juste. Et donc voilà, donc c'est pour ça elle m'inspire beaucoup. Et ce qui est toujours délicat, et c'est ce que nous, on essaie de pas tomber là-dedans. Enfin, c'est un sujet qu'on évoque souvent, c'est que bien sûr que le matrimoine, c'est mettre en avant des femmes. Donc là, effectivement, il y a Olympe de Gouges, mais il y a plein de femmes qui, dans son sillage, ont fait beaucoup de choses et dont l'histoire ne retient pas le nom. Et donc, je trouve que voilà, c'est Olympe de Gouges parce qu'elle a écrit des choses. Elle a notamment écrit, comme je dis, cette déclaration de la femme et des droits de la femme et de la citoyenne. Et c'est vraiment intéressant. Hein. Moi, je l'ai revu justement quand je faisais le master en études de genre où on avait comparé, si tu veux, on avait regardé comment elle avait revisiter comment elle s'était inspirée du texte et qu'elle l'avait décliné pour qu'il Mhm. soit incluant, finalement, qu'il soit inclusif. Et, et donc, elle a écrit aussi ses pièces de théâtre. Et voilà, il y a d'autres militantes qui n'ont pas forcément laissé des écrits ou qui en ont écrit, mais qui n'ont pas été gardés. Mais je trouve que c'est important aussi de se rendre compte que dans tout mouvement, là récemment, il y a un film magnifique qui est sorti qui s'appelle Annie Colère, je ne sais pas si tu l'as vu, qui parle de la lutte du mouvement pour le droit à l'avortement en France. C'est magnifique. Et pareil, on parle il y a quelques noms qui sortent, mais de nouveau, l'idée, c'est de dire, ben, voilà, à la fin, on retient parfois Simone Veil, qui a été la femme qui a, voilà, grâce à qui finalement la loi a été votée, et qui a été formidable. Hein. Il y a aussi un film sur elle d'ailleurs, Oui. mais il y a plein de militantes finalement sans qui, là, le combat n'aurait jamais existé. Et je pense que c'est important aussi nous, avec Alexandra, on est vraiment fort dans ce. Bah, déjà, l'aventure, on l'amène à deux, on l'amène avec toute une équipe et on met en avant cette sororité, cette force du collectif ou de la collective. Hmm. Super. Ben, merci en tout cas pour ce partage. Mm. Et je voulais également te poser une question quant à votre projet Donne-moi des ailes. Est-ce qu'il y a d'autres projets, on va dire, dans ce même projet, mais est-ce que vous avez d'autres idées par la suite? Alors effectivement, on l'a conçu en trois, c'est vraiment un triptyque au service du matrimoine. Donc il y a ce livre qui Oui, est apparu finalement historiquement, on va dire, après les podcasts, mais qui est sorti. Donc le oui, livre et le premier épisode du podcast sont sortis donc, le 10 novembre 2022. Et on a en fait comme troisième pan, donc livre, podcast et conférence. Notre idée, c'est vraiment d'aller aussi rencontrer le public. Parce qu'on a déjà fait quelques rencontres, notamment autour du livre, donc des séances de dédicaces plutôt. Et d'accord. l'échange avec les gens est tellement riche qu'on propose maintenant, on a déjà quelques conférences qui sont programmées parce que cet échange, tu vois, c'est vivant comme là quand on discute ensemble en fait. Bien Mhm. sûr que il y a un échange qui se fait quelque part quand on propose le podcast, les gens l'écoutent et puis on discute dans leur Oui, entourage. Mais pour nous, c'est très nourrissant aussi de pouvoir assister aux échanges, d'être nourri aussi par les questions du public. Et donc, on a aussi ajouté ça comme outil au service du matrimoine. d'accord. Et donc, comment on peut voir et retrouver vos conférences? Alors du coup, on a un site qui s'appelle donne-moi-des-ailes.com et là-dessus, on trouve tout. On trouve le lien pour acheter le livre. Alors bien sûr, nous, on préfère que les gens l'achètent chez leur petit libraire ou leur libraire de quartier parce que c'est plus chouette en fait, mais il y a moyen aussi de l'acheter sur Internet, évidemment. Et puis, il y a les épisodes. Là, pour l'instant, on diffuse l'épisode de podcast chaque deuxième jeudi du mois. D'accord. Et donc là, on a déjà le, le teaser de l'épisode 4 qui est déjà en ligne sur le site. Ce sera avec Mathieu Ricard, qui nous a Super. fait la grande joie de nous présenter deux femmes extraordinaires. Et, et puis, du coup, on a aussi l'agenda des conférences. Et là, du coup, on peut aussi nous retrouver, nous écrire et on peut proposer. Voilà, on se déplace vraiment avec beaucoup de joie. Hmm. Eh ben, que des beaux projets. En tout cas, merci beaucoup, Caroline, d'avoir présenté ce magnifique projet. La Merci à prochaine toi, fois, ce sera aussi avec ton binôme, j'ai envie de dire Alexandra Huguetto. avec Donc, plaisir. avec grand plaisir pour suivre les avancées de votre projet. Plein de belles choses. Et puis, merci aux personnes qui s'éveillent, aux personnes qui nous auront écoutés. Et puis, n'hésitez pas aussi à commenter si vous avez des questions. Caroline sera sûrement ravie de les lire. Et moi également. Merci beaucoup. Merci Evelyne. Merci à tout le monde. Merci, à bientôt. Au À revoir. bientôt.